Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accompagner lors de cette prochaine demi-heure pour parler d'intelligence artificielle. Ce ne sera pas la première fois aujourd'hui qu'on en parle, mais cette fois-ci le sujet est lié à la thématique du Big cette année, la vérité. L'IA nous promet des réponses, mais entre vérité, illusion et plausibilité, où placer le curseur de la confiance? Je vais vous poser la question aujourd'hui. Linda Valero, merci beaucoup de nous accompagner dans ce salon infini pour cette discussion. Vous êtes senior manager cybersécurité, privacy et trust chez KPMG. Merci beaucoup de discuter avec nous aujourd'hui. Linda, quand on parle de vérité en intelligence artificielle, de quoi on parle déjà? Des données, du fonctionnement de l'algorithme? Voilà, expliquez-nous, ça va être ma première question. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau et bonjour à tous. Alors, quand on parle de vérité, déjà, la vérité, quand on parle d'IA, ça réside dans la qualité des données d'apprentissage. Donc, quand on parle d'apprentissage, c'est une phase qui est fondamentale quand on parle d'IA, puisque l'apprentissage va permettre en fait de calibrer, régler les paramètres qui permettent de réduire la probabilité d'avoir des fausses réponses générées par l'intelligence artificielle. Et donc, on parle en fait, comment est-ce qu'on fait ça? On va parler de ground truth. Le ground truth, c'est finalement le résultat que l'on cible, qui est estimé, et on va faire le delta entre ce ground truth et la sortie du modèle, c'est-à-dire la réalité de ce qui est sorti du modèle. Le but étant de minimiser justement cette fonction, donc c'est la fonction de perte dont on parle, et de minimiser par le type d'apprentissage que l'on va utiliser pour apprendre, faire apprendre, entraîner le modèle d'IA. Le ground truth, c'est notre repère de vérité, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est notre repère de vérité puisque c'est ce que l'on cible justement d'avoir comme résultat. Mais il reste imparfait. Exactement, il reste imparfait, déjà parce qu'il est très dépendant finalement de la qualité de la donnée que l'on fournit à l'intelligence artificielle de départ. On parle beaucoup de garbage in, garbage out, c'est-à-dire que quand on va fournir une mauvaise qualité de données, on ne peut pas s'attendre à ce que l'IA produise, génère des résultats qui soient de bonne qualité. Et donc ça va générer des risques qui sont involontaires. Alors, c'est ce qu'on appelle les biais et que vous avez certainement entendu parler dans l'actualité. Quelques exemples de biais qui sont sociaux, culturels, historiques, de discrimination, par exemple. Donc, un exemple par l'image qui fonctionne très bien et que vous pouvez reproduire chez vous, c'est on demande à Midjourney de nous générer une montre qui marque 6h30. Vous voyez bien qu'elle ne montre que des montres qui indiquent 10h10. Pourquoi? Parce que finalement, le dataset de départ, donc les données qui sont issues de l'entraînement, étaient certainement des données de marketing. Et dans le marketing, pour des raisons esthétiques, on va avoir du 10h10 plutôt que du 6h30. Donc elle n'est pas capable aujourd'hui de générer une montre qui a 6h30. Autre exemple, on demande de générer un prompt d'une visage de femme afghane. Vous voyez que toutes les femmes afghanes générées ont les yeux verts. Pourquoi? Parce que en 1985, Steve McCurry, un grand photographe, avait fait une publication dans National Geographic qui a fait le tour du monde d'une femme afghane aux yeux verts. Et donc là, on a bien un résultat biaisé parce que toutes les femmes afghanes n'ont pas les yeux verts de cette manière-là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une hallucination, ça? Alors l'intelligence artificielle, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'hallucination, elle est liée finalement à un autre prisme justement de la vérité. Bien sûr que la vérité réside dans la qualité des données, mais elle réside aussi dans le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et donc, le fonctionnement, c'est qu'une IA, c'est un moteur probabiliste. Il est conçu pour générer du plausible, produire du plausible et non du vrai. Donc, par défaut, par ADN, sa vocation n'est pas de donner de la vérité. On a tous été confrontés à des phrases à trous. Est-ce que le but, c'est de trouver le bon mot ou est-ce que c'est de trouver un mot qui fait que la phrase est probable, plausible, mais qui n'est pas certainement vrai? Et donc, par ADN, par essence, elle va produire du plausible. Et donc, elle va préférer générer du contenu plus que de laisser un vide. Vous l'avez tous fait quand vous étiez en QCM, certainement dans vos études, remplir un QCM, et quand vous n'aviez pas la réponse, vous préfériez cocher une case au hasard, au pif, plutôt que de ne pas répondre, puisque ça n'avait pas d'impact finalement sur les résultats. Donc là, dans l'exemple que vous nous donniez, l'intelligence artificielle, elle est consciente qu'elle nous génère une réponse qui n'est pas forcément celle qu'on avait demandée, mais elle nous en donne quand même une? Elle nous en donne quand même une parce que justement, c'est le fonctionnement effectivement de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a
une étude qui a été publiée il y a quelques semaines par OpenAI qui s'appelle Why Language Model Hallucinate et qui explique justement pourquoi, quel est le fonctionnement justement d'une intelligence artificielle et qui en sort 3 grands facteurs. Le premier, c'est la lacune des données. Donc on revient sur la notion de qualité des données issues puisque la base de connaissances d'une IA ne peut être parfaite au même titre qu'on ne connaît pas tout sur tous les sujets, nous humains. La deuxième, c'est l'ambiguïté de la question, parce que l'ambiguïté de la question peut être interprétée par l'IA d'une manière comme d'une autre, au même titre qu'un humain peut interpréter de manière différente. Et la troisième, c'est le fonctionnement de l'IA, c'est-à-dire de pouvoir justement être probabiliste, donc de fournir du plausible et pas du vrai. Donc, par défaut, il y aura certainement des hallucinations. Et d'ailleurs, pour quelques exemples d'hallucinations, une hallucination qui est aussi très visible. On avait demandé à ChatGPT pour chaque pays de l'Union européenne citer un monument, un artiste, un plat, une figure historique, une œuvre d'art. Et vous voyez qu'en Allemagne, l'œuvre d'art, les Ménines de Diego Velázquez, ça sonne même pas allemand. C'est une hallucination qui est très classique. Pareil pour générer une image avec absolument aucun éléphant dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il génère un éléphant parce que c'est dans le prompt qu'il y avait la notion d'éléphant. Alors Linda Valero, il y a des approches comme le RAG, le Chain of Thought, qui permettent davantage de fiabilité. Expliquez-nous que permettent exactement ces outils, comment on peut s'en servir et à quoi ils vont nous aider. Ouais. Donc effectivement, il y a 3 méthodes principales que l'on utilise pour les IA pour contribuer justement à rendre l'IA fiable. Je reviendrai sur le mot contribuer et pas rendre infaillible parce que la nuance est subtile. Mais donc le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generation, je crois. Le but, c'est de pouvoir en fait donner de la documentation très spécifique qui est liée à la sémantique et que l'on injecte dans le prompt avant l'inférence. C'est un peu... Pour une analogie très vague, c'est un peu comme quand vous faites une demande sur ChatGPT et vous donnez un document en disant « base-toi sur ça pour pouvoir répondre de la même structure ». C'est un peu le même principe. Le principe, c'est de donner plus de connaissances très spécifiques et comme ça, quand on donne cette connaissance très spécifique avant l'inférence, le résultat va être probablement de meilleure qualité puisqu'on va lui donner à manger qui sera plus spécifique par rapport au sujet en question. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est le RLHF. RLHF, c'est un type d'apprentissage, on en parlait tout à l'heure. Donc RLHF, ça veut dire Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc le but, c'est de pouvoir aligner les résultats par rapport aux attentes humaines. C'est clairement ce que vous faites quand vous utilisez par exemple ChatGPT et qui vous dit option 1 ou option 2, qu'est-ce que vous préférez comme réponse? En fait, il va s'aligner en termes de comportement par rapport à ce que vous désirez comme approche de réponse. Et le troisième, donc le Chain of Thought, c'est donc une chaîne de raisonnement. Le but, c'est de forcer l'IA à nous expliquer pas à pas son raisonnement pour arriver à un résultat. Et donc ça, pareil, vous l'avez aussi de manière très visible dans les LLM, puisque vous avez un bouton raisonner, et dans le bouton raisonner, il va vous expliquer un petit peu par quelle étape il est passé pour arriver à ce raisonnement. Et donc je parlais effectivement de contribution à la rendre plus fiable, mais pas infaillible, puisque ces méthodes rajoute de nouveaux risques et de nouveaux défis, on va dire. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire de la pédagogie pour dire que quoi qu'il arrive, il y aura pas, ça ne garantit pas une vérité absolue. Oui, tout à fait. Pour reprendre justement les 3 méthodologies que je viens de vous citer, le RAG, le risque, c'est que si on lui donne de la documentation, encore une fois, qui est mauvaise ou qui est biaisée, eh ben, ça va renforcer encore plus la mauvaise qualité des réponses, puisqu'il va se baser sur de la documentation qui est erronée de base. Donc finalement, ça va encore plus accentuer la non-vérité des résultats qui vont être produits. Pour le RLHF, on parle souvent en ce moment de flagornerie. Vous l'avez sans doute vu, quand vous utilisez l'IA, comme elle est conçue pour vous donner une réponse et vous plaire, elle va préférer tordre la vérité que de ne pas vous plaire. Et donc, elle va... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle cherche à nous faire plaisir, à nous donner Exactement. Une réponse qui va un peu plus nous convenir. Exactement. Et donc, ça, c'est encore des sujets d'études académiques pour montrer à quel point elle peut être flagorneuse et vous dire, oui, tout à fait, vous avez raison, alors que vous êtes en train de dériver complètement.
Et le troisième sujet, le chain of thought, il y a 2 risques majeurs qui sont liés justement à cette méthodologie. La première, c'est que si la première étape est fausse, tout le reste est faux. Mais aussi et surtout, comment peut-on garantir que ce qu'elle nous donne comme raisonnement est la vérité? Est-ce qu'elle n'imite pas un raisonnement juste pour nous faire plaisir encore une fois? Et donc, qu'est-ce qui nous garantit que ce raisonnement n'est pas juste une imitation de raisonnement et pas une vraie transparence au sens vérité? Et est-ce qu'on peut éviter qu'elle nous fasse plaisir, qu'elle aille dans notre sens, cette IA? Alors, il n'y a pas de réponse fiable, encore une fois, mais il y a effectivement une approche qui peut être, pour moi, pour l'instant, et au vu de ce que l'on a comme information qui peut être assez intéressante, c'est simplement la supervision humaine. C'est ce qu'on appelle le human oversight, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser, on doit pouvoir l'utiliser de telle manière à ce qu'on la challenge en permanence, on l'utilise en tant qu'experte, on la confronte et on vérifie les résultats qui ont été produits par l'IA. Donc moi, par exemple, au quotidien, je l'utilise en tant qu'experte pour justement me confronter, me faire donner de nouvelles idées, mais par contre, je sais de quoi je parle et j'utilise justement ces informations pour la challenger sur ce dont elle me parle. Ça peut être aussi par le prompt. Savoir prompter intelligemment, c'est une vraie connaissance à apprendre. Et ça fait partie fondamentalement de la meilleure maîtrise effectivement de la flagornerie, parce que si on sait prompter, on sait cibler les éléments de réponse que l'on attend sur le sujet. Mais plus profondément, et c'est presque psychologique, c'est de changer d'approche, nous, humains, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ça change quand même notre rapport à l'IA. C'est-à-dire que on sait qu'on aura surtout du plausible plus que du vrai. Et ça change énormément. Absolument, ça change absolument tout. En fait, ça change notre rapport historique homme-machine. Jusqu'à maintenant, on utilisait les systèmes IT avec une certitude, parce qu'on lui donnait une instruction, et sur la base de cette instruction, on avait des résultats qui étaient entre guillemets 100% fiables. Aujourd'hui, avec l'IA, ce n'est plus possible, parce que, encore une fois, par ADN, elle est faite pour produire du plausible et pas du vrai. Donc il faudra changer, c'est un changement de paradigme, il faudra changer d'attitude en acceptant tout simplement qu'elles nous produisent potentiellement des résultats qui ne sont pas fiables et qui peuvent être potentiellement destructeurs, suivant les conséquences que l'on a et l'usage que l'on a de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est difficile à accepter, ça ? Alors, selon peut-être les entreprises, les secteurs d'activité, cette part de faux qu'il faut accepter, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Oui, c'est une notion d'acculturation. Je pense qu'il y a un vrai travail au sein des entreprises d'acculturation, d'accompagnement sur ces sujets-là, pour éviter effectivement d'avoir la même approche en fait, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce que l'on avait l'habitude de faire des systèmes informatiques. Et je pense que la première question que toute entreprise doit se poser, c'est quel objectif je veux atteindre. Si je veux atteindre du 100% fiable, alors peut-être réfléchir à ne pas utiliser l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas le bon outil. Et auquel cas, utiliser plutôt des systèmes informatiques tels qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, parce que c'est plus intéressant par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. En revanche, si le degré de fiabilité, degré de confiance que l'on veut avoir est moindre, alors pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle en acceptant qu'elle produise potentiellement des erreurs. Avant d'utiliser l'intelligence artificielle, comment décider donc si c'est pertinent, utile? Vous, quels conseils vous donnez aux dirigeants d'entreprise que vous accompagnez? Alors, calibrer la confiance, c'est la question à $1 million, je pense. Et je pense que c'est la question qui va alimenter toutes les études sur les prochaines années. Comment est-ce qu'on calibre cette confiance? Mais je dirais que le calibrage de la confiance, aujourd'hui, par rapport à notre connaissance, elle peut être intuitivement liée à 2 dimensions. La première, c'est la vérifiabilité des résultats. Donc, est-ce que je suis capable de comprendre et de voir le résultat? Et la deuxième dimension, c'est les conséquences d'une potentielle erreur. Est-ce que cette erreur est grave? Si on a ces 2 questions que l'on se pose,
on peut, d'une certaine manière, avoir un premier niveau de maîtrise par rapport à la confiance que l'on souhaite avoir justement au sein de l'entreprise pour l'utilisation de l'IA. Par exemple, dans des domaines du nucléaire, de la médecine, peut-être que justement sur les conséquences qui sont graves vont avoir effectivement un impact sur les mesures techniques et organisationnelles qu'on va vouloir mettre en place si on veut encore une fois utiliser l'IA, ou alors choisir de ne pas utiliser l'IA parce que justement on veut de la fiabilité à 100%. Donc c'est en amont qu'on détermine ce degré de confiance et ensuite on décide ou pas donc d'y aller. Absolument, c'est du by design. On aime bien parler de trust by design et je pense que ces réflexions-là doivent être faites en amont, à la phase d'idéation d'un développement ou d'une utilisation d'intelligence artificielle. Dans les faits, ils y vont plus quand même, les entreprises? Bien sûr, oui. Bien sûr, ils y vont plus. Ils y vont. Ils y vont plus, mais encore une fois, le but, c'est de pouvoir développer et utiliser des IA en ayant cette maîtrise. Comme toute grande innovation technologique, il y a des nouveaux défis qui sont à prendre en considération. Il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il faut mettre en place des garde-fous humains, surtout humain, parce qu'il y a une notion de responsabilité. C'est encore une fois derrière, c'est l'humain qui est responsable et qui est conscient justement des risques qui sont engendrés par l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et au même titre qu'un stagiaire, j'aime bien faire l'analogie avec un stagiaire surdoué. Pour moi, l'IA, c'est un stagiaire surdoué. Il va avoir un certain niveau de connaissance, on va pouvoir lui poser un certain nombre de questions et que l'on va considérer comme fiables pour la plupart, mais ça reste un stagiaire, il a besoin d'être challengé, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'être confronté à des nouvelles perspectives pour pouvoir justement être meilleur demain et plus fiable. C'est quoi une ambition réaliste alors si le 100% vrai est impossible? Qu'est-ce qu'on peut appeler une ambition réaliste? Alors, je pense que la question, c'est pas d'avoir justement une ambition réaliste sur l'IA, mais plutôt quel usage, quelle ambition réaliste veut-on avoir de l'usage de l'IA demain? Et donc, encore une fois, c'est une notion de responsabilisation et de se dire que finalement, l'IA est un merveilleux outil que l'on peut utiliser pour améliorer grandement les activités dans les entreprises, l'optimisation des process, la capacité de décision et peut-être remettre de la valeur dans des activités humaines là où il y en avait peut-être moins, mais en maîtrisant justement les risques qui sont associés. Et la vérité, elle est très liée justement à ces questionnements dont on vient de se parler, c'est-à-dire est-ce que je veux du 100% fiable? Est-ce que je suis capable de comprendre les résultats ou savoir les résultats, comment est-ce qu'ils ont été générés? Et est-ce que les erreurs sont potentiellement graves? Et certainement que demain, on aura des meilleures réponses sur la vérité avec des nouvelles méthodologies, mais par contre, le 100% vérité est, à mon sens, inenvisageable. Quelles sont les zones d'ombre encore, ou alors les garde-fous, les choses à quoi il faut quand même aujourd'hui encore faire attention quand on parle d'intelligence artificielle? C'est une très bonne question. Les garde-fous et les risques. Aujourd'hui, on est encore aux prémices de ce sujet. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que je travaille sur le sujet. Et tous les jours, on en apprend des nouvelles, des nouveaux risques, des nouvelles manières, que ce soit intentionnelles ou innées dans l'utilisation de l'IA, des risques qui sont engendrés par la machine. Je pense qu'il faut être d'autant plus précautionneux quand on utilise de l'intelligence artificielle qui peuvent avoir des impacts sur la vie physique des personnes. On l'a vu il y a quelques semaines, il y a ChatGPT qui a incité à un suicide d'un adolescent. C'est quand même gravissime. Un autre qui est parti à un hôpital psychiatrique alors que c'était quand même un CEO d'une entreprise. Donc comme quoi tout le monde est touché. Il y a une notion de dépendance aussi à la machine qui peut être très forte et d'isolation aussi, parce qu'on a plus tendance à se confier à cette machine qu'à un humain. Et je pense que sur ces aspects-là, il faut être très très vigilant et prendre en considération le risque éthique qui était peut-être moindre dans les systèmes IT, mais qui l'est très fortement présent dans les systèmes d'IA. Parce qu'il y a un paradoxe, quand même, on en a parlé par exemple ce matin avec la Massif, mais avec d'autres entreprises qui aujourd'hui intègrent l'intelligence artificielle. Il y a un peu ce paradoxe et ce double message de dire aux salariés n'utilisez pas ChatGPT, vous n'avez pas le droit parce que faire un compte-rendu avec des données
données qui sont sensibles, etc. Et en même temps, on intègre complètement l'intelligence artificielle sur d'autres cas d'usage dans l'entreprise. Ça, c'est des paradoxes auxquels aussi vous êtes confrontés sur des questions d'éthique, de confiance, où je pense qu'il y a peut-être des collaborateurs qui ne savent pas trop où mettre les pieds ou comment... Absolument. Et je pense que... alors, oui, vous avez tout à fait raison. Ce sont des paradoxes qui sont encore présents, de moins en moins, parce qu'il y a le temps qui fait son œuvre, hein, et donc il y a une notion aussi de meilleure connaissance des entreprises sur le sujet. Mais je pense que c'est une erreur d'interdire des usages, et notamment l'usage de ChatGPT qui peut être... ChatGPT ou un LLM, un autre LLM, hein, dans les entreprises, parce que ça peut faciliter grandement la vie des employés sur certaines tâches. En revanche, il faut que ce soit encadré. Et l'encadrement, ça passe beaucoup par l'acculturation, beaucoup par la formation et beaucoup par... le fait d'installer, de définir une gouvernance de gestion des risques, comme toute autre activité dans une entreprise, finalement. Et ça, c'est un gros travail. Je travaille pour un client depuis 1 an et demi sur le sujet. Un gros travail parce qu'il y a tout un univers de risques qui est totalement nouveau, où il faut former toutes les équipes. Pas une seule équipe est concernée, hein, pas que la cybersécurité. Il y a les data scientists, le légal, les RH, etc. Et donc, c'est aussi nouveau sur... on va dire l'importance de la collaboration et la montée en compétence de chacune des équipes sur ce sujet. D'un point de vue empirique, on est plutôt confiant, nous, sur l'intelligence artificielle ou pas? Je ne sais pas s'il y a des études, des chiffres là-dessus, les Français, par exemple. Moi, c'est une question que je me suis posée en préparant cet entretien, de me dire, voilà, est-ce que, on parle de confiance, on passe l'IA, est-ce que nous, déjà, on a confiance dans l'intelligence artificielle? Alors, nous, Français, hein, comme à notre habitude, on est très méfiants. On a fait une étude KPMG hein, sur le sujet, Australie, sur le degré de confiance justement des utilisations. Ce qui est remonté, c'est que ça dépend finalement des localisations géographiques. Aux États-Unis, sans grande surprise, ils sont plutôt très adeptes justement de l'utilisation artificielle sans je ne veux pas dire sans, mais avec une moindre méfiance, on va dire, de ces usages. Les pays émergents également, qui l'utilisent davantage. La France, on reste quand même assez méfiant sur le sujet, parce qu'on a cette culture historique hein, d'être très méfiant, d'abord imposer un cadre et ensuite l'utiliser proprement. Ça change quelque chose, ça, dans notre rapport à elle, ou même dans les entreprises? Vous sentez que ça change quelque chose? Oui, ça change dans le sens où on peut avoir des entreprises qui ont une culture justement internationale, qui vont préférer justement prioriser en termes de stratégie le développement de l'intelligence artificielle et l'utilisation, et ensuite on verra l'encadrement des risques. Et dans d'autres entreprises, commencer par justement poser les bonnes questions sur comment est-ce qu'on maîtrise avant de développer, et notamment parler de l'interdiction des ChatGPT, etc. Ça en fait partie justement. La première vague que l'on a pu voir par exemple en France, c'est que beaucoup de grosses entreprises ont préféré d'abord interdire et ensuite commencer à autoriser au fur et à mesure. Quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent là devant nous, peut-être qui sont dirigeants, chefs d'entreprise? Qu'est-ce que vous leur diriez sur ce sujet d'IA et de confiance dont on vient de discuter ensemble? Je pense qu'il faut y aller dans tous les cas, parce que c'est quand même un argument compétitif demain, et puis ça permet de faire grandir vos entreprises. Donc c'est tout à fait bien d'utiliser l'IA, c'est une merveilleuse innovation. Par contre, il faut y aller avec précaution et il faut se poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, c'est est-ce que j'en ai besoin? Où est-ce que j'en ai besoin par rapport à mes objectifs? Et est-ce que j'ai besoin du 100% fiable en termes de réponse, ou est-ce que je n'ai pas besoin du 100% fiable? Et c'est ce qui permettra justement de aussi orienter votre stratégie sur l'utilisation des systèmes d'IA dans votre entreprise. Merci beaucoup Linda Valero d'avoir discuté avec nous. On peut l'applaudir. Senior Manager Cybersécurité Privacy chez KPMG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés.